pour 1 heure ensemble. Alors, Léo, ça ne fonctionne pas. Léo, je t'invite à essayer de te reconnecter, mais normalement, tu dois pouvoir connecter ta caméra et ton micro, et sinon, on trouvera une solution. Donc, bienvenue à ce webinaire de présentation des métiers d'avenir, que sont les métiers du génie écologique. Donc, je suis Alexandra Martin, je suis déléguée générale adjointe de l'Union professionnelle du génie écologique, qui est une union qui réunit les entreprises de génie écologique. Ce webinaire se fait dans le cadre de notre groupe de travail régional Nouvelle-Aquitaine. Donc, nos témoignages seront de professionnels qui sont dans cette région. Et il va se passer donc en 2 temps. Nous allons vous faire une présentation de la filière, ses métiers et de l'enjeu autour de ces métiers et des témoignages. Et ensuite, nous répondrons à vos éventuelles questions. Donc, on est parti pour 2 heures ensemble. Je commencerai donc par vous présenter la filière du génie écologique. Donc, le génie écologique, qu'est-ce que c'est? C'est la conduite de projet qui favorise la résilience des écosystèmes par des actions d'étude, de mise en œuvre et de suivi. Concrètement, on agit avec et pour le vivant, et on accompagne le fonctionnement des écosystèmes. Donc, ce sont des entreprises à la fois études, bureaux d'études, et des entreprises travaux qui réalisent chaque jour des actions pour restaurer, améliorer ou conserver les écosystèmes et leur fonctionnement. De manière générale, le génie écologique a plusieurs domaines d'application. La réglementation, à travers des politiques éviter, réduire, compenser, ou encore des cadres européens comme la loi, la directive européenne cadre sur l'eau. On va avoir un cadre plutôt volontaire des entreprises ou des personnes qui ont des terrains et qui souhaitent faire un geste pour la biodiversité. On a aussi une action à travers la planification territoriale, la planification écologique territoriale. Donc là, on va avoir plutôt des collectivités qui souhaitent intégrer les enjeux de biodiversité dans leur réflexion de planification. Et puis après, on va avoir d'autres domaines d'application que sont l'agroécologie ou encore des politiques RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Je laisse maintenant Benoît Garat de Envolis prendre la parole sur les missions de la filière. Bonjour à tous, donc Benoît Garat, je suis gérant d'un bureau d'études Envolis en biodiversité. Et c'est vrai que l'idée qu'on s'était faite, le rapprochement en fait, qu'on peut faire avec les métiers de la biodiversité, c'est un rapprochement avec les métiers du soin et du médical. Et c'est pour ça qu'on a souvent en fait, une approche qu'on peut aussi avoir en imaginant en fait, ces parallèles-là en tête. Donc on peut vraiment imaginer, comme dans le soin, des métiers en relation avec la sensibilisation, la médiation. Il peut y avoir, donc ça c'est plutôt des phases en amont, dans la phase aussi de prévention. Ce qui pourrait être bien aussi pour se projeter dans les métiers, c'est de voir si on est plutôt attiré par les métiers en rapport avec l'intervention. Donc il y a un caractère d'urgence plus ou moins important, mais en tout cas on est dans de l'action et des choses avec davantage peut-être d'impact. Il faut être vigilant là dans les interventions, à être garant de bonnes pratiques. Et il peut y avoir aussi, en phase plutôt aval, des thématiques plutôt en rapport avec la régénération ou alors en rapport aussi avec de la recherche et de la formation. Donc c'est bien, quand on a un projet professionnel, d'avoir ça en tête, de se dire de quelle manière en fait je veux exercer dans les métiers de la biodiversité, si c'est plutôt en amont, si c'est plutôt en intervention, ou si c'est plutôt dans de la régénération, de la recherche. Sachant que on est là pour quelque part, nous aussi, pour soigner le vivant, hein, d'une manière générale. Donc c'est une approche qui nous avait semblé intéressante. Et alors, quand on travaille plus spécifiquement en bureau d'études, encore une fois, on a des termes qui sont souvent des termes qu'on peut retrouver dans le monde médical. On va parler d'un diagnostic écologique ou d'un prédiagnostic écologique.
On va pouvoir parler de prescription quand on fait des missions et qu'on doit conseiller le client dans une stratégie ERC, éviter, réduire, compenser. Et on peut parler aussi de suivi quand on doit effectivement s'assurer de l'effectivité des mesures qui ont été prescrites et de savoir si elles sont effectivement pertinentes et elles ont passé l'épreuve de l'efficacité. Et tout ça, en fait, ça constitue en bureau d'études ce qu'on appelle le conseil. Et le conseil, c'est important d'avoir en tête que pour pouvoir conseiller, il faut effectivement avoir des compétences scientifiques. Donc ça, c'est non négociable, hein, c'est les choses qui sont importantes. Comme un médecin, en fait, qui a des compétences médicales, nous, on a des compétences scientifiques en écologie. Mais après, derrière, il faut aussi avoir le caractère ou le tempérament pour pouvoir prodiguer ce conseil. Et là, on n'est pas tous armés de la même manière. Et avoir du caractère, c'est pas forcément avoir un mauvais caractère, mais en fait, c'est être en capacité de créer un climat de confiance et d'aller des fois dans l'insatisfaction du client à court terme, mais en fait de travailler dans l'intérêt du projet. De la même manière qu'un médecin, en fait, c'est pas parce qu'il est payé par son patient qui va lui sortir un diagnostic qui sera partial. Donc, en fait, il va devoir vraiment se dire qu'en fait, il travaille pour la santé de son patient. Et de la même manière, nous, on travaille pour le projet d'un client. Donc, c'est aussi une façon aussi de rendre notre conseil indépendant. Et c'est souvent le conseil, les retours qu'on peut avoir sur les bureaux d'études qui sont payés par des clients, c'est vrai. Mais nous, on a toujours en tête de travailler pour l'intérêt du projet. Voilà. Je ne sais pas si je pense qu'on avait fini cette partie-là, si j'ai été clair. En effet, merci. Et donc effectivement, les missions des entreprises, merci Benoît pour cette présentation. On va vous montrer quelques exemples ici. Une restructuration d'un cours d'eau, ce qu'on appelle un reméandrage. Vous voyez, ça fait appel à des métiers de gros œuvres, comme on pourrait imaginer dans le BTP, mais on peut aussi avoir des actions plus locales et à petite échelle. Ici, une réouverture de milieu pour une roselière. On peut avoir également, voilà, ici, la recréation d'une mare ou d'un espace humide, vous voyez, à d'autres échelles. Donc, les missions du génie écologique peuvent être très, très variées. Je vais maintenant vous présenter notre diagnostic emploi-compétences du génie écologique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une opération qui a été soutenue donc, par l'État pour identifier les besoins en compétences des entreprises de génie écologique. Donc là, je vais parler plutôt à l'échelle nationale, mais le pendant et la relation est assez simple à faire côté Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, la filière, c'est 35 000 emplois répartis sur l'ensemble du territoire. Quand je dis emploi, je parle autant en études qu'en travaux. Et vous voyez que côté Nouvelle-Aquitaine, on est à peu près à 10% de volume sur cette part des 35 000 emplois. Et on est sur un effectif qui ne cesse d'augmenter. Depuis 2017, on a fait plus de 93% en plus en seulement 6 ans et ça réaugmente. Ça réaugmente pourquoi? Parce que les marchés évoluent, les prises de conscience évoluent et donc les besoins en compétences et en emploi évoluent aussi. Ici, une petite photographie de la répartition des métiers dans le génie écologique. Côté études, on va retrouver le chargé d'études, ou ce qu'on appelle aussi technicien naturaliste, qui va aller sur le terrain, faire des inventaires, faune, flore, et toutes les missions que Benoît vous a présentées juste avant. On va avoir le chef de projet naturaliste qui va encadrer un petit peu plus ces missions-là. L'ingénieur écologue qui va faire le lien avec les autres actions d'un projet et les autres acteurs. Et entre les deux, entre études et travaux, le maître d'œuvre de génie écologique qui va accompagner les actions, les travaux de tout le projet, qui va veiller à la réalisation du projet en lien notamment avec ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, le porteur de projet.
Côté travaux, on retrouve les mêmes nomenclatures de métiers que sur les BTP. On va avoir l'ouvrier de génie écologique, le conducteur d'engin de génie écologique, donc ça va être vraiment très terrain. On aura l'occasion d'avoir le témoignage de Léo juste après ce passage-là, qui nous expliquera un petit peu comment fonctionne. Alors, je vois que certains me disent que vous ne voyez plus la présentation, mais elle vous sera envoyée. Pouvez-vous me confirmer, Manon, par exemple, que la présentation fonctionne? Vous voyez bien Oui, mon écran? pour nous, ça Super. fonctionne. Donc, ça doit être des questions de réseau. Merci. Et donc, côté travaux, on va retrouver aussi les chefs de chantier, le conducteur de travaux qui vont superviser les projets et notamment les travaux de génie écologique. Je vais un petit peu vite, mais on pourra y revenir. Je vous le disais, c'est une filière qui est en constante évolution. Aujourd'hui, donc en 2023, c'était 35 000 emplois. D'ici 2030, on parle de plus 50 000 recrutements, donc en fait, plus 110% d'évolution de la filière, donc un besoin croissant en nouvelles compétences. Et quand j'entends nouvelles compétences, j'entends bien évidemment des nouvelles personnes, des personnes à recruter. C'est-à-dire 7 200 nouveaux postes à prévoir par an. Donc, je vais un petit peu vite parce que les chiffres peuvent aussi évoluer. C'est vraiment une photographie à l'instant T en début 2023 qu'on a pu réaliser. Mais vous voyez que ce besoin annuel en nouveaux postes, il est sur tous les postes. Qui dit tous les postes dit les niveaux différents qu'on peut avoir sur des formations. Et donc, en parlant de formation et en besoin de compétences, on va avoir un socle commun nécessaire à l'exercice des métiers du génie écologique, c'est l'expertise naturaliste, ou en tout cas la compréhension des écosystèmes, des interactions faune-flore et des milieux, autant en études qu'en travaux. Côté études, on va avoir aussi une spécificité des besoins sur des enjeux opérationnels forts, la maîtrise de méthodologie, de la connaissance pointue sur tel ou tel taxon. Et côté travaux, on va avoir un besoin de maîtrise d'outils, d'engins spécifiques, parce qu'on peut retrouver des besoins des enfonces biothermiques, par exemple, qui font leur apparition. Ça va être des compétences qui peuvent aussi être acquises grâce à ce qu'on appelle la formation continue, qui est une formation à destination des personnes qui sont déjà en exercice d'emploi et qui souhaitent se spécialiser ou acquérir de nouvelles compétences. Si je fais un petit peu un focus sur l'offre de formation qui existe aujourd'hui. Là, on a fait un parallèle entre formation et métier. Il faut savoir quand même que tout n'est pas figé. Ce n'est pas parce qu'on a fait une formation qu'on va être bloqué dans un métier. Il y a des passerelles, je vous parlais de la formation continue tout à l'heure, il y a des possibilités d'évolution entre les métiers, mais aujourd'hui, les principales formations qui mènent au métier du génie écologique sont celles que vous voyez ici et elles sont sur tous les niveaux. On va avoir des niveaux plutôt CAP, BEP avec des titres comme ouvrier de génie écologique ou technicien de génie écologique. On va être plutôt sur des niveaux BTS, GPN, GMNF, donc GPN, gestion et protection de la nature, GMNF, gestion des milieux forestiers et naturels, des certificats spécialisés sur des travaux mécanisés pour aller plus loin sur les compétences. Voilà, vous voyez, on a plusieurs fonctions et puis on a aussi des formations sur des niveaux licence pro, master spécialisé. Donc, on retrouve des besoins de formation et une offre de formation sur tous les niveaux de formation. Cette offre, à l'heure actuelle, en termes de volume, ne répond qu'à 43% des besoins. Donc, elle est encore à se renforcer. Et donc, notre objectif, à travers notamment ce webinaire, c'est de donner l'opportunité à des organismes de formation de découvrir cette filière et de développer des formations qui
in fine, donneront les compétences nécessaires à la filière. Je vais maintenant laisser la parole à nos témoins. Et si Agnès, tu as pu nous rejoindre, je vais te donner la parole dès maintenant. Est-ce que tu arrives à connecter ton micro? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Alexandra, j'ai besoin j'ai besoin de partager ma J'arrête présentation mon et j'ai pas partage la alors. main. Alors, je vais résoudre ce petit problème dessus. Alors, je te désigne. Normalement, c'est tout bon. Tu devrais avoir accès au petit onglet partager maintenant. Alors, visiblement, ça marche, mais j'ai un petit peu de délai. Bon. D'accord. C'est pas grave, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Agnès Saint-Astebin. Je travaille dans un bureau d'études qui s'appelle Grenat Consultant. On est installé près de Bordeaux. On est un petit bureau d'études puisqu'on est trois, avec mon collègue Christophe Lalanne qui est le gérant du bureau d'études et qui va plus spécifiquement s'occuper de tout ce qui est expertise naturaliste, faune, flore, habitat. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. On travaille également, voilà, ça arrive, je crois. Oui, Bon c'est pour bon. vous? Oui, Ok. Et donc, on travaille également avec Émilie Fru, ma troisième collègue, qui est, elle, hydrogéologue. Donc, j'y viendrai un petit peu plus tard aussi. Je vais juste présenter un petit peu notre activité. Ça permettra de balayer un peu sur la diversité de notre métier parce que, comme ça a été dit précédemment, on a une formation, mais après, on est amené à faire, à évoluer, à faire pas mal de choses et à, voilà, à toucher à beaucoup de choses différentes. Donc, je vais en profiter dans la présentation pour balayer un petit peu ces différentes activités. Puis, je ferai un petit focus à la fin sur l'activité qui, moi, m'occupe pas mal en ce moment, enfin, qui est on va dire, 50% de mon activité, qui est la supervision environnementale de chantier. Voilà. Donc, juste pour revenir sur moi, puisque c'est un témoignage, moi j'ai un parcours, voilà, j'ai commencé par une maîtrise qui était plus spécifiquement sur les mesures et traitements des pollutions et des nuisances, qui est un petit peu loin maintenant de ce que je fais, ce qui montre qu'on a plein de possibilités quand on commence dans ce métier, parce que j'ai beaucoup évolué, alors plus sur des expériences bureau d'études. Donc, où j'ai beaucoup travaillé, entre autres, sur la gestion et la restauration et l'aménagement de cours d'eau. Beaucoup d'ailleurs pour des collectivités territoriales et des syndicats de communes. Et puis petit à petit, euh, avec les changements de mission sur lesquels on peut se positionner, là je suis plus sur des missions de gros travaux et de grosses infrastructures ponctuelles ou linéaires que l'on accompagne par des études environnementales et donc du suivi de travaux également. Alors, hop, ça ne marche pas. Si, ça va. Donc, oui. dans les domaines d'intervention qu'on a, là, je vous disais, c'est Christophe, mon collègue, qui va s'occuper plus de ça. C'est des expertises naturalistes. Je reste un petit peu là-dessus parce que c'est quand même le cœur de notre métier. Euh, on, on réalise des expertises donc faune, flore, habitat. Ça va
consisté en pas mal de terrain, de reconnaissance de terrain sur différentes saisons pour faire des relevés floristiques, faunistiques, habitat. Donc là, on a aussi des exemples de suivi. Alors, c'est des suivis terrain, puis c'est aussi des suivis. Là, il y a un petit exemple en bas, c'est des suivis caméra, des suivis enregistrement sonore. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est plus Christophe qui s'en occupe. Moi, sur ces aspects-là, je suis plus spécifiquement sur les expertises milieu aquatique. Voilà, milieu aquatique et milieu humide. On a également une activité, donc c'est ce que je vous disais, sur les cours d'eau. Donc là, je suis beaucoup sur ces missions-là d'expertise cours d'eau, diagnostic cours d'eau, assistance à maîtrise d'ouvrage cours d'eau. Donc ça consiste à faire un état du lit. Alors c'est beaucoup de terrain, c'est beaucoup aussi à la fois de la bibliographie, parce qu'il faut préparer nos sorties de terrain. Donc, on travaille d'abord en amont pour bien rechercher les données qu'on a sur les rivières, sur les milieux qu'on va aller ensuite expertiser. Et ensuite, donc, il y a tout un volet de diagnostic. Alors, ça dépend des études, hein, mais d'état des berges, d'état du lit, d'état de la végétation rivulaire. Comme disait Benoît tout à l'heure dans la présentation, on ausculte, on évalue, on diagnostique un peu voilà, l'état de tout ça. On fait aussi des prélèvements pour analyse physico-chimique, des prélèvements pour analyse ADN. C'est la petite photo en bas à droite, ici, là. On fait aussi des pêches. Alors, on supervise, nous, on les fait pas directement, mais on supervise des pêches d'inventaire, des pêches électriques d'inventaire. Voilà, l'idée étant toujours de bien analyser, d'avoir la meilleure connaissance possible de ces milieux pour ensuite adapter, alors, soit les travaux qu'on aura à faire sur ces milieux-là, soit justement les mesures de préservation, de protection qu'on aura à prendre. Un autre domaine d'intervention sur lequel moi je vais intervenir aussi, c'est les diagnostics et délimitation de zones humides. Donc là, c'est un exemple de sondage pédologique, c'est-à-dire qu'on va sonder, on va faire des carottes de sol sur 1 mètre de profondeur environ. Ça va nous donner un état de l'hydromorphie du sol et de comment le sol réagit, et ça va nous permettre de caractériser ou pas des milieux humides. C'est assez complémentaire avec les expertises floristiques qu'on va aussi faire sur ces milieux-là. Et la combinaison de ces deux expertises va nous permettre de définir les zones humides, de les délimiter, pardon, et puis d'évaluer leur fonctionnalité. Voilà, on pourra revenir sur des questions éventuellement. Là, je passe un petit peu vite sur tout ça. Donc là aussi, c'est un autre domaine, mais c'est plus le domaine d'activité d'Émilie, ma collègue, qui est hydrogéologue. Et donc, on pose également des piézomètres. C'est ce tubage-là qui est là en haut à gauche pour évaluer les niveaux de la nappe quand on a besoin de connaître les fluctuations de la nappe d'eau souterraine. Donc, on peut être amené à poser ce genre d'appareil, à faire des essais de pompage. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais c'est pour vous montrer effectivement tout le panel d'activités. Là, c'est vraiment l'hydrogéologie, la géotechnie, c'est plus ma collègue qui s'en occupe. Mais c'est résultats dont on se sert, nous, après, dans nos études. Donc, effectivement, les études, c'est beaucoup de terrain. C'est ce que je vous ai montré un petit peu au début. Mais c'est aussi des recherches, des enquêtes, de l'analyse bibliographique. On va farfouiller, on va fouiller dans les données qu'on a à disposition sur les suivis qui peuvent être faits par d'autres organismes. On va analyser, synthétiser, interpréter tout ça. On va aussi faire pas mal de cartographie. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas, hein. On parlait de formation continue tout à l'heure. Ce n'est pas quelque chose que j'avais
appris sur ma formation initiale, mais voilà, on a besoin de cet outil aussi beaucoup pour mettre à plat nos données, pour trier nos données et les mettre en forme géographiquement. Donc ça, c'est pour mettre en forme nos études environnementales, que ce soit des prédiagnostics, que ce soit des études réglementaires, que ce soit des études de suivi également. Enfin, la dernière mission sur laquelle on est, sur laquelle je suis pas mal, notamment en ce moment, c'est la supervision environnementale de chantier. Il y a plein de noms qu'on peut donner à ça. On peut parler d'écologue chantier, de coordinateur chantier. Voilà, c'est une des missions qui m'occupe pas mal. Je peux prendre 5 minutes pour la décliner un peu, Alexandra. Ok. Donc, la supervision environnementale de chantier, c'est en gros, hein, j'ai schématisé, c'est 3 phases. C'est la phase amont, la phase chantier pur et dur, et puis ensuite la phase organisation, et puis la phase de suivi de chantier. Donc, qu'est-ce que c'est? Avant le chantier, on va bien identifier les enjeux environnementaux. Donc là, on va faire appel à nos expertises que j'ai détaillées juste avant, les expertises naturalistes, les études de sol, les expertises géotechniques, de niveau de nappe. On va bien comprendre le milieu. On ne peut pas suivre correctement un chantier si on ne connaît pas bien le milieu dans lequel on intervient. Grâce aux études réglementaires qui ont été faites en amont, on va bien anticiper les risques qui vont être liés au chantier. On va vérifier au niveau de toutes les entreprises qui vont être missionnées sur ces chantiers, on va vérifier que tout le monde a pris en compte les mesures environnementales. On va s'assurer que le chantier est bien préparé en amont, qu'on a bien calé nos interventions sur le calendrier. Voilà, il y a des milieux sur lesquels on ne pourra pas intervenir dans certaines périodes, hein, par exemple, des périodes de printemps. On ne pourra pas faire de coupe d'arbres sur les périodes de printemps. Donc, ça va demander une planification, une programmation et un peu une mise en musique de tout le monde, bien vérifier que tout le monde a bien compris les règles et va les respecter. Et dès le début du chantier, donc ça c'est une phase ultra importante pour nous, on va mettre vraiment en application toutes les mesures environnementales. Benoît a parlé tout à l'heure des mesures d'évitement, de réduction et de compensation. C'est des mesures qui sont réglementaires, qui sont comment dire, associées à un projet. Donc on va vraiment s'appliquer, nous, à faire en sorte qu'elles soient respectées. Donc, ça va être baliser, protéger les milieux sensibles, mais aussi les milieux, par exemple, où on a des espèces exotiques envahissantes et où il faudra qu'on fasse bien attention à ne pas aller ou à faire attention à comment on y va. On va beaucoup informer, sensibiliser, alerter sur les risques, alerter les équipes de chantier, alerter tous les gens qui sont amenés à intervenir. Donc là, on a des exemples. Voilà, c'est une zone qui, là, par exemple, où on dit qu'il faut bien faire attention de baliser, de protéger, de mettre des barrières. On va accompagner la mise en place de bassins de rétention pour bien retenir les eaux souillées avant qu'elles soient rejetées. Tout ça pour éviter les risques, voilà, de pollution comme on peut avoir ici ou d'érosion des sols et puis de rejet dans les milieux aquatiques. Avec une minute, Agnès. Comment? Oui, Avec une j'y minute. vais. J'ai plus que quelques... Voilà, donc après, pendant tout le chantier, on va vérifier tout ça. On va vérifier que tout est bien en place, que tout le monde respecte les mesures, donc les balisages, les prélèvements, le tri des déchets. Voilà, c'est une phase de contrôle, mais aussi beaucoup d'explications toujours et de sensibilisation. Et puis, eh ben, on va stopper, évidemment, si on a des soucis de pollution, soucis de rejet, risque d'atteinte au milieu sensible, on va tout de suite faire arrêter les activités et puis faire corriger les pratiques immédiatement. Voilà.
pratiques dangereuses. Donc, c'est beaucoup bon, c'est bien sûr des connaissances milieu, mais c'est aussi beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'explications, de valorisation des bonnes pratiques aussi. C'est beaucoup de terrain. Et puis, voilà. Et puis, c'est pas mal de compte rendu aussi. Donc, c'est un petit peu, on fait appel à plein de petites corps de nos métiers pour intervenir sur ces missions-là. Voilà. Excusez-moi si j'ai un petit peu dépassé. Pas de problème. Merci beaucoup, Agnès. J'invite maintenant Elsa à ouvrir son micro et sa caméra et si elle a besoin, partager quelque chose. Bonjour tout le monde. Tout le monde m'entend du coup pour le micro, c'est bon? Ok, nickel. C'est tout bon. Super, parfait. Donc bonjour, donc, je suis Elsa Triboulet, je suis coordinatrice environnementale de chantier chez Natural et Environnement. Je suis basée à l'agence de Bordeaux. Alors, avant d'en venir au vif du sujet qui sera la coordination environnementale, je vais vous présenter rapidement le bureau d'études, donc Natural et Environnement. Donc, qui est un bureau d'études environnementaliste tourné majoritairement donc, sur la biodiversité. Nos domaines d'intervention par rapport au projet portent notamment sur tout ce qui va être requalification routière, le domaine de la production et du transport de l'énergie, les aménagements en milieu aquatique éventuellement, et aussi les infrastructures de transport. Voilà, je ne citerai que ces quatre-là pour gagner du temps, qui sont les principaux. En termes de clients, bien sûr, on s'adresse à tout porteur de projets d'aménagement. Donc, ça peut être des maîtres d'ouvrage publics ou privés, des gestionnaires de sites naturels et également parfois de la maîtrise d'œuvre. Chez Naturalia Environnement, il y a plusieurs typologies de métiers. Il y a donc l'expertise biodiversité. Donc là, on va avoir les naturalistes qui pourront être spécialistes d'un, voire plusieurs taxons et qui donc réalisent des expertises de terrain et donc faune, flore, habitat et qui rédigent donc les dossiers réglementaires divers et variés. On a également une sorte de pôle zone humide. Donc là, ce sont des hydropédologues dont la personne juste avant a également évoqué. Donc les missions de ces hydropédologues vont consister à délimiter, à diagnostiquer donc des zones humides et dans un but d'appréhender les enjeux relatifs à l'étude sur laquelle il a été sollicité. Et le troisième volet donc, concerne la coordination environnementale de chantier, qui bien sûr commence sur la base d'un projet d'aménagement qui aboutit et pour lequel donc les études environnementales liées donc aux expertises faune, flore et habitat et autres potentiellement ont été réalisées. Donc je vais vous présenter du coup le métier de coordinateur environnemental de chantier, qu'on peut appeler également écologue de chantier, coordonnateur environnement. Voilà, il y a plusieurs typologies pour le nommer. Donc le coordinateur environnemental de chantier, donc c'est un écologue qui est généraliste et qui est appuyé par son équipe interne de naturalistes donc experts sur différentes actions. Donc son expertise écologique va s'appliquer principalement et spécifiquement aux opérations de travaux, c'est-à-dire dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle des mesures environnementales issues de la démarche ERCA, donc des projets d'aménagement du territoire. Donc, quels sont ces rôles? Il va y avoir trois rôles objectifs principaux qui sont donc d'assurer un contrôle qualité du volet environnemental. J'insiste bien sur le fait environnemental car on ne va pas regarder uniquement l'aspect biodiversité, écologie, mais également d'une manière plus globale, ce qui porte sur l'environnement avec, comme on le disait dans la présentation précédente, la gestion des déchets, par exemple, et des pollutions. Et donc là, on intervient donc, sur toutes les phases du projet. Voilà, avant projet, avant travaux, pendant travaux, mais également en phase de réception.
Le but est donc d'éviter tout impact significatif du projet sur les habitats et les espèces dans l'emprise projet. Et enfin, c'est assurer un respect strict des arrêtés préfectoraux et de la réglementation environnementale en vigueur. Donc, les missions du coordinateur environnement, vous l'aurez compris, se déclinent en 3 phases par rapport à un projet: avant chantier, pendant le chantier et après chantier. Alors, avant le chantier, le coordinateur environnement va accompagner le maître d'ouvrage, donc au stade de la conception des solutions techniques à mettre en œuvre afin d'intégrer donc des prescriptions écologiques dans un dossier qu'on appelle dossier de consultation des entreprises. Donc là, ici, on est vraiment très en amont du démarrage des travaux, en fait. Dans ce cadre-là, le coordinateur environnement aura aussi en charge de rédiger des cahiers des charges environnement, cahier des clauses techniques et particulières, d'assister aussi donc à l'analyse des offres candidates et de sélectionner, en tout cas d'aider le maître d'ouvrage à sélectionner les entreprises qui répondent aux différents critères notamment environnementaux. Donc pour cela, il analyse la conformité de tous ces documents-là qui ont été produits par les entreprises. Par la suite, il va pouvoir fournir donc un appui technique lors de différentes réunions, que ce soit des réunions de pré-cadrage, d'organisation de chantier, de lancement, voilà, de démarrage, vis-à-vis des mesures écologiques. Il présente aussi les engagements environnementaux, donc aux porteurs de projets, et également à la maîtrise d'œuvre et aux entreprises travaux. Pour cela, il va pouvoir rédiger des notes techniques spécifiques à telle ou telle mesure, telle ou telle action plus précise dans le cadre d'une mesure plus large. Il aura également mis en place déjà son plan de suivi de contrôle écologique et environnemental qui sera sa base lors des différentes visites de chantier et de contrôle en phase travaux. Également, en amont des travaux, il aura à faire tout ce qui va être les balisages, par exemple, des stations d'espèces floristiques protégées, également potentiellement des stations floristiques invasives, voilà, afin de pouvoir, selon le cas, les conserver, enfin les éviter, ou alors, du coup, pour les invasives, les éviter, mais plus tard dans le sens de mettre en place une méthode de lutte afin d'éviter leur dissémination, leur propagation. Une Par minute. exemple, oui, il me reste 1 minute, d'accord. OK, Désolée. donc il y a tout un tas d'actions, marquage d'arbres pour les arbres sensibles, voilà, d'intérêt pour les chiroptères. On fait également de la capture et déplacement d'espèces protégées. Donc pendant le chantier, comme je vous disais, on va principalement réaliser donc les visites de contrôle pour le bon respect des engagements environnementaux. Ça peut être des contrôles, des visites soit programmées ou bien inopinées, qui vont permettre d'identifier des problématiques qui pourraient être survenues et de mettre en place des mesures correctives. Et comme le disait la personne d'avant, il y a beaucoup d'accompagnement des entreprises, c'est-à-dire qu'il va beaucoup falloir sensibiliser et être présent, notamment lors de la gestion des étapes clés. Par exemple, une action d'abattage maîtrisé d'un arbre à chiroptère ou voilà, des choses comme ça. Et bien sûr, la rédaction des comptes rendus qui s'ensuivent. En fin de chantier, donc il va y avoir la réception des ouvrages. Donc là, on va assister le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre lorsqu'il y a une demande qui est sollicitée. On va évaluer l'état de restitution du site et établir un bilan environnemental des travaux. Après chantier, j'ai très bientôt fini. Après chantier, le coordinateur environnement va partager des retours d'expérience, donc soit sur ce projet, soit dans le cadre
déjà de retours d'expérience existants dans le cadre de la bibliographie. Voilà, tout ça dans le but d'améliorer le travail et de faire. C'est un peu une étude R&D, R&D, j'ai envie de dire, au final. Voilà, améliorer les bonnes pratiques de chantier. Euh, voilà. Je voulais juste terminer sur parler un petit peu de ce que j'apprécie dans mon métier. Donc, c'est bien sûr de faire partie des acteurs qui œuvrent en faveur de la biodiversité, des milieux naturels et plus largement donc de l'environnement. La variété des projets, les différents domaines d'intervention et toutes les missions du coordinateur de projet, c'est super. On peut être également sur les différentes phases de projet, donc avant-projet, pendant, et également intervenir après le projet, c'est-à-dire une fois que les travaux ont été réalisés, et tout ça dans un contexte où on va travailler en synergie avec les naturalistes de l'équipe. Et donc là, effectivement, ça va pouvoir permettre d'avoir également, de développer des compétences et des connaissances donc, dans tous ces volets, également réglementaires. Et au final, j'ai envie de dire, on est tout dans un processus d'amélioration continue. Et sur ce point-là, effectivement, tous les retours d'expérience sont bons à prendre. Voilà, l'alternance de bureau et de terrain également est très appréciable. Voilà, je vous remercie Merci. beaucoup. Merci Elsa. Je m'excuse d'avance, je pense on va dépasser un petit peu sur Oui. le temps, mais c'est tellement intéressant que je n'ose pas couper nos intervenants. Merci Elsa pour ton témoignage. Je demande maintenant à Manon de bien vouloir ouvrir son micro et sa caméra et de prendre le relais. S'il te plaît, essaye de faire assez vite. Oui, merci. Merci. Alors, je vais juste partager un petit Allez, je support. coupe mon côté. Hop, Normalement, super. c'est bon pour toi. Du début, ce sera mieux. C'est bon pour nous. Vous voyez tous? Parfait. Oui. Alors, je vais vous présenter donc le but du sujet qui est que l'âge n'a pas sa place pour les responsabilités. Ce n'est pas ça qui doit entrer en vigueur. Donc, le premier point que je vais vous faire, c'est surtout une présentation du bureau d'études dans lequel je me trouve actuellement. Et puis ensuite, revenir sur mon parcours et comment et combien de temps j'ai mis pour prendre ma place au sein d'Envolis et en termes de postes aussi qui se sont succédés. Donc, le premier point, donc Envolis, qui est un bureau d'études en environnement. Donc, on traite à l'intérieur de tout ce qui va être la partie écologique, donc biodiversité, c'est-à-dire les terrains faune, les terrains flore, tout ce qui va être diagnostic zone humide, les habitats. On a même une particularité sur le diagnostic phytosanitaire des arbres pour déterminer les espérances de maintien, savoir si un arbre risque de chuter rapidement ou non et quelles sont les préconisations à faire pour essayer de les maintenir. On a également un pôle en hydrogéologie, donc un pôle qui va plutôt traiter de tout ce qui est filière eau, assainissement, gestion des eaux pluviales. Donc ça, on en a un peu discuté auparavant, c'est pour ça que je ne veux pas non plus m'attarder sur l'émission des postes. Ensuite, on a monté un pôle sol, où là, on va plus traiter tout ce qui est biodiversité du sol avec les nématophones, voir aussi tout ce qui est zone humide pédologique et essayer de trouver un petit peu quels sont les sols les plus riches, les plus diversifiés, pour obtenir un peu plus de réponses sur nos sols et comment on peut essayer de les traiter en termes de plantation, en termes aussi de gestion à l'intérieur. Et enfin, les dossiers réglementaires, parce que bien sûr, en bureau d'études, on travaille beaucoup sur les dossiers réglementaires. C'est notre porte d'entrée et notre porte de sortie à chaque fois. Étant donné qu'on a ces multiples thématiques, on va du coup traiter tous les dossiers réglementaires possibles en environnement, que ce soit des examens au cas par cas, des dossiers de défrichement. On peut traiter tout ce qui est dossier loi sur l'eau, dossier de dérogation espèces protégées, études d'impact, et j'en passe. Également, dans ce bureau d'études, on traite aussi tout ce qui est labellisation et certification. Donc là, c'est plus aux porteurs de projets quand ils essayent de montrer les efforts environnementaux qu'ils ont pu mettre en place lors d'un projet, essayer avec eux de faire une bonne préconisation en termes de mesures ERC pour améliorer le plan de composition qu'ils ont prévu.
ou même en termes de labellisation, avoir un score attitré à la fin sur leur projet et à quel point il a été vertueux ou non. Et enfin, pour vous montrer actuellement l'organigramme de la société, donc pour que vous voyez un petit peu, en plein centre, donc Benoît Garat, qui est le gérant de Envolis. Et puis, nous avons monté donc une antenne à Nantes, qui est développée depuis un moment maintenant. On a à l'agence de Gujan-Mestras, Lucie Lagardère, qui va être tout ce qui est pôle qualité commerciale. On a un pôle réglementaire avec Sarah Villeneuve, un pôle eau avec Tom Mandibourg, un responsable du pôle sol qu'on vient de mettre en place avec Lionel Savignan, une agence de Toulouse qui est en cours de formation et en cours de création par Benoît Foreau, et moi-même, donc la responsable du pôle biodiversité, comme vous pouvez le voir. Donc mon but, là maintenant, c'est de revenir sur mon parcours pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée à devenir responsable du pôle et combien de temps j'ai pu mettre pour atteindre cette mission-là. Donc, si je reviens un petit peu sur mon parcours, j'ai fait une licence de biologie à l'Université de Bordeaux qui s'est suivie par un master en biodiversité, écologie et évolution, donc comme on a pu le présenter en amont, auquel je suis sortie de ce master avec une spécialisation suivi environnementaux en septembre 2020, donc il y a 4 ans, même pas. Et en janvier 2021, j'arrivais donc à Envolis en tant que chargée d'études. Donc on a pu voir un petit peu les missions d'un chargé d'études, c'est-à-dire que quand on est chargé d'études, on fait du terrain et on fait les rapports associés. C'est beaucoup de travail technique et de terrain naturaliste plutôt que des échanges avec les clients. Ensuite, au bout de 4 mois seulement, je suis passée chef de projet en écologie. Donc, j'ai en plus de faire du terrain et de faire des rapports associés, j'ai pu en même temps faire tout ce qui était communication. Hop, je vais enlever le partage. Non, c'est bon, c'est fait? Oui, ok. J'ai pu justement avoir cette communication avec la clientèle, donc c'est-à-dire pouvoir les conseiller sur leurs projets, voir avec eux les mesures ERC à mettre en place aussi tout ce qui va être conseil post-réglementaire, voir avec eux en termes de suivi de chantier, les travaux, comment les conseiller au mieux pour que les choses soient réalisées comme c'est énoncé dans les arrêtés qu'on peut recevoir. Établir des devis et des factures, ce n'était pas ce que je pouvais faire en tant que chargée d'études et c'est ce que j'ai commencé à faire en tant que chef de projet. Aussi s'occuper de tout ce qui était organisation. Quand on est chargé d'études, on va dire le planning est assez construit en amont et on n'a pas trop d'organisation à avoir à part bien sûr les terrains que l'on exerce. En tant que chef de projet, comme on va suivre de A à Z un projet, il va falloir bien sûr organiser et planifier avec le client qu'est-ce qu'ils attendent en termes de délai, voir avec les équipes quand est-ce qu'on peut aller sur site, quelles sont les périodes les plus propices, voir aussi en finalité quand est-ce que les dossiers peuvent être émis aux clients, est-ce que ça va impacter le permis d'aménager qu'ils ont prévu de déposer à telle date. Donc c'est beaucoup de communication et d'organisation à prévoir dès le début du projet, dès qu'il est validé, dès qu'on sait qu'on va devoir se lancer dans ces missions-là. Donc, c'est très important. Et puis, en interne, le chef de projet a aussi une mission de relecture et de qualité parce que c'est pas forcément le chef de projet qui va s'occuper de faire tous les rapports qu'il a en charge en termes de clientèle et de projets à suivre. Donc, derrière, c'est quand même lui, quand il va devoir envoyer les rapports en conséquence, de vérifier que les rapports tiennent la route, qu'il n'y a pas de soucis à l'intérieur et que la qualité est assurée. Et enfin, en novembre 2022, donc à peu près 2 ans après mon arrivée à Envolis, je suis passée du coup responsable du pôle biodiversité. Donc, on va dire ça reste un poste de chef de projet, mais en plus, il faut gérer les équipes à l'intérieur du pôle. Donc, étant donné qu'on a beaucoup d'écologues, il faut pouvoir gérer
les terrains, gérer les personnes en termes de formation pour toujours continuer à acquérir de l'expérience et des compétences, voir les problèmes qui peuvent se poser en termes de matériel, voir comment réussir à s'organiser si on a des manques en voiture, par exemple. Donc, c'est vraiment beaucoup plus d'organisation cette fois-ci en interne et technique à essayer de toujours développer pour toujours mieux s'organiser, trouver des modèles d'études qui peuvent aussi servir et qui peuvent aider à reconstruire un petit peu notre façon de faire. Donc le but, c'est toujours de se réinventer et de ne pas rester sur une base parce qu'on s'améliore toujours, que la réglementation ne fait que changer. On sait qu'il faut tout le temps se tenir en alerte là-dessus. Donc, c'est important aussi que de notre côté, on puisse toujours évoluer en constante amélioration. 1 minute. Oui, donc c'est bien parce que je passe à la conclusion. Donc, si je reviens du coup sur mon parcours, vraiment, il n'y a pas d'âge pour prendre des responsabilités. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est votre motivation, savoir quels sont vos buts dans la vie. Est-ce que justement vous êtes motivé à prendre des responsabilités? C'est que ça qui doit jouer. Et vraiment, le seul frein que vous pouvez avoir, c'est vous-même. C'est vous qui allez vous mettre vos freins. Et il faut vraiment penser à ça avant même de postuler. Essayez de savoir quels sont les métiers qui vous intéressent, quel est le poste qui vous intéresse. Et derrière, c'est au niveau des entretiens qu'il va falloir pouvoir vous montrer qui vous êtes, montrer ce que vous avez envie de faire. Et derrière, ça jouera là-dessus. Merci Voilà. beaucoup, Manon. Est-ce Mais que de rien. Léo, tu arrives à connecter ta caméra et ton... Oui, Alors, c'est tout. caméra et le micro, c'est tout bon, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous, je suis Léo, donc ouvrier de génie écologique chez Egan Aquitaine. Alors, j'aurais pas une présentation aussi structurée que tous ceux qui sont passés, mais pour faire simple, ouvrier de génie écologique, mais on est amené donc soit à travailler pour des bureaux d'études comme ont été présentés juste avant, ou voire même travailler directement pour un technicien rivière. Je pense notamment soit en gestion de ripisylve ou en aménagement divers, aménagement de berges, etc. Et donc dans ce cas-là, en fait, on est amené, nous, de notre côté, à être capable d'identifier, déterminer des différents, comment on peut appeler ça, je me perds, des 5 minutes. Identifier, je ne sais plus où je vais en venir. Les espèces, peut-être? Ouais, merci, exactement. Des différentes espèces ou des enjeux. Je pense notamment, par exemple, lors de gestion de ripisylve, quand on rencontre un arbre avec des gîtes, notamment de pics, et bien voilà, on est censé être capable de déterminer la présence d'espèces potentiellement protégées et du coup d'en faire part aux techniciens et autres. Donc pour ça, il faut avoir une sensibilité écologique et quelques connaissances. Moi, de mon côté, j'ai fait un GPN, donc contrairement au tableau du départ, là, moi, avec un GPN, j'ai plus été attiré par le côté travaux que le côté études, etc. Après, voilà. Et sinon, je vois pas grand-chose d'autre à dire. Ah si, par rapport aux formations continues, nous, on a beaucoup de chance. On est amené, avec notre entreprise, de faire beaucoup de formations. Là, la dernière, c'était une formation sur l'appréhension de l'écologie sur nos chantiers. Donc, donc avec Maëlle Hervouet, si je prononce bien son nom. Donc voilà, qui sont des formations très utiles parce qu'on apprend déjà énormément de choses. D'une, on construit un tronc commun entre les différents salariés qui n'ont pas eu les mêmes formations. Et du coup, ça nous permet
d'être toujours plus spécialisé et de savoir de plus en plus quand on doit s'adresser à des techniciens ou à des bureaux d'études, d'avoir le même langage, etc. Sinon, Peut-être t'aider en te posant 2-3 questions. Quelle est ta journée type? Quelles sont les compétences que et connaissances que tu mobilises tous les jours dans le cadre de tes chantiers? Est-ce que tu dois te déplacer? Voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta journée? Alors, nous, c'est assez simple pour l'instant. On a beaucoup de travaux aux alentours de Bordeaux, tout ça. Donc, nous qui sommes basés à côté de Bayonne, on est amené à faire du déplacement. Mais sinon, on a beaucoup de chance aussi là-dessus, c'est qu'on on a une grande liberté d'exécution. On est toujours, quand on est aux techniques et plus ou moins aux ordres que nous donnent nos conducteurs de travaux ou même notre gérant. Mais on est assez libre sur le fait, par exemple, lors d'une première visite de conducteurs, enfin de nos conducteurs de travaux, elle a pu avoir lieu il y a on va dire l'année d'avant. Et nous, quand on arrive, étant donné qu'on est sur des milieux qui sont amenés à bouger, notamment les rivières, etc., il se peut qu'on se retrouve devant un problème qui était pas là avant. Et du coup, nous, on a plus ou moins la liberté, toujours en prévenant nos supérieurs, de prendre des initiatives, etc. Si, admettons, on devait restructurer une berge sur 15 mètres et au final, il n'y en a plus que 20, et techniquement, on a prévu assez de matériel pour pouvoir anticiper ce genre de choses. Et donc, vu qu'on est les premiers sur terrain, c'est plus ou moins à nous de faire ce bilan-là. Mais sinon, journée classique, déjà, nous, on a on a différentes activités. Ça passe de la plantation des lophites à, comme je vous ai dit, de la gestion de ripisylves ou de l'aménagement de berges, de l'arrachage de VE, et enfin d'espèces exotiques envahissantes. Et du coup, ouais, une journée pour faire ça, ouais, une journée classique. Il n'y a pas vraiment de journée classique, quoi. C'est on prépare notre chantier, ensuite on l'exécute. Si on a un problème sur ce chantier, on le solutionne avec l'aide des conducteurs ou l'aide des techniciens. Même on est amené aussi à travailler en direct avec eux. Et puis voilà. C'est ce que je voulais t'amener à dire, effectivement, qu'il n'y a pas de journée type dans le génie écologique. Merci beaucoup, Léo. On garde avec nous parce que normalement, j'ai libéré la parole à notre audience et bien on risque de dépasser, je vous propose qu'on prenne 5-10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à ouvrir vos micros et vos caméras pour poser les questions. Je vois déjà que Christian Rouge, je vous en prie. Merci. Et Christian Rouget, donc région Nouvelle-Aquitaine.